Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire la capsule, la première partie en fait là, du cours Analyse et modélisation spatiale. Donc, la première partie, ça va être sur l'analyse spatiale exploratoire. Donc, qu'est-ce que c'est l'analyse spatiale exploratoire? Donc, c'est décrire nos distributions spatiales. Ensuite, c'est d'identifier les observations atypiques. Puis ensuite, un des plus importants, découvrir les patrons de dépendance spatiale et d'hétérogénéité spatiale. Donc, on va aller voir qu'est-ce que c'est que la dépendance spatiale. Puis tout d'abord, je vais juste spécifier sur quel type de données on va travailler. Donc, les types de données spatiales, on a des données d'objets, donc des points ou des polygones, on va avoir de l'analyse, des techniques d'analyse exploratoire qui vont être spécifiques à ces types de données-là. Puis on va voir les types d'interactions spatiales, donc plus les mouvements, les migrations, les transferts. Puis nous, ce qui nous intéresse, c'est le type field ou géostatistique. Donc c'est des phénomènes qui sont contenus dans l'espace. Puis les techniques à favoriser pour ça, en fait, c'est le variogramme, le covariogramme, l'estimation de la densité, kernel density estimation, puis les polygones de Thiessen. Mais la plupart de ces analyses exploratoires-là, bon, c'est différentes méthodes de calcul pour différentes méthodes, mais sont basées pas mal sur le concept de dépendance spatiale. Donc, l'analyse, tout d'abord, ça consiste une collection de méthodes et d'outils qui s'intéressent aux propriétés de première et de deuxième ordre, ce qu'on appelle la stationnarité. Donc, une stationnarité de première et de deuxième ordre, c'est un concept statistique. Donc, les propriétés de premier ordre, c'est par rapport à la moyenne. Donc, c'est la variation de la moyenne sur le domaine spatial. On s'intéresse à savoir, en fait, si cette moyenne-là va changer sur le domaine. Est-ce qu'il va y avoir une tendance qui va faire varier notre moyenne? Puis, par propriété de deuxième ordre, c'est la structure de corrélation spatiale ou la dépendance spatiale. Donc, pour calculer la corrélation spatiale ou covariance ou un variogramme, on va voir tout ça, faut faire une assumption de stationnarité isotrope. Donc, il faut que donc nos deux propriétés de première et deuxième ordre, donc la moyenne, euh, soit stationnaire sur le domaine spatial. Donc, il ne faut pas qu'elle soit affectée pour une tendance si on veut calculer la corrélation spatiale. Puis, il faut qu'elle soit isotrope. Donc, il ne faut pas qu'elle soit directionnelle. Puis, on va voir en fait là, que si on ne respecte pas ces propriétés-là, c'est que ça va modifier, euh, ça va impacter en fait le calcul de corrélation spatiale d'un variogramme. Donc, souvent, par exemple, dans une tendance, ça va surestimer la corrélation spatiale. Parce que la tendance va en fait nous donner plus de dépendance spatiale. Donc, il faut que la moyenne et la variance doivent être constantes sur le domaine spatial. Puis, la façon aussi qu'on va le calculer, on va voir on peut calculer la corrélation de différentes façons, mais s'il y a une direction préférentielle, on va voir que dans une direction, la corrélation va être plus importante que dans une autre. Donc, on veut que ce soit stationnaire et isotrope. La corrélation, dépend de la distance qui sépare les observations et non de la localisation. Donc, ça, c'est bien important pour respecter la stationnarité. Donc, justement, la corrélation va dépendre de la distance et non de la localisation, dans le sens que il n'y aura pas plus de corrélation dans un coin, dans une partie de domaine. Si c'est ça le cas, on a une présence de tendance, donc on ne respecte pas notre assumption de stationnarité. Donc, est-ce que mes données ici sont stationnaires? Est-ce que la moyenne change dans le domaine spatial? Si on calcule la moyenne ici, elle risque d'être pas mal plus élevée que si on calcule la moyenne ici. Donc, si vert, ça peut représenter une valeur qui est plus faible que le noir. Donc, on a une tendance spatiale. Bien important, le mot tendance spatiale ici, parce que on va voir qu'on pourrait avoir on peut avoir notre variable peut être affectée par une tendance, mais il faut que celle-ci soit spatiale. Donc, il faut qu'il y ait un changement dans la localisation. Donc, un changement de moyenne dans une partie de notre patron.
Donc, on a un variogramme ici expérimental qui est affecté par une tendance. Donc, on a nos données ici avec nos valeurs. Puis on voit ici en fait là, que le variogramme, il n'atteint pas de plateau en fait. Il continue d'augmenter, puis il n'arrête jamais. Puis en fait, c'est que ça surestime les propriétés en fait de notre variogramme. Donc si par exemple on veut calculer, dans ce cas-ci le plateau on ne l'atteint pas, donc on n'a pas nécessairement de distance d'autocorrélation parce que la variance ne fait qu'augmenter tout le temps. Donc, lorsqu'on a un patron spatial dit stationnaire, ben on va s'intéresser en fait, on va essayer de l'analyser, puis on va s'intéresser à différentes propriétés qui vont nous permettre de caractériser puis notre patron spatial. Donc on va essayer de s'intéresser à la variance, à la longueur de corrélation, à l'anisotropie, donc savoir s'il y a une direction préférentielle ou si notre range en fait, notre distance d'autocorrélation, puis la variance a un impact par rapport à la direction de calcul. Le smoothness, on va voir c'est quoi, et random noise, donc le bruit, ou la variance non spatiale. Donc, est-ce que la statistique classique s'applique aux données spatiales? La réponse est non, en fait, parce que dans la statistique classique, là, par exemple, si on fait une régression linéaire normale, ben on prend pour acquis, en fait, que chaque observation est indépendante l'une de l'autre. Alors que quand on a des données spatiales, ou même chose pour temporelles, chaque observation, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, peut être corrélée avec une autre observation. Puis ça nous amène à la première loi de la géographie qui est Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things. Donc, c'est la fondation du concept fondamental de dépendance spatiale et de corrélation spatiale. C'est des concepts importants pour c'est l'interpolation classique, là, la distance pondérée inverse, puis la théorie des variables régionalisées, qui est la théorie phare en fait là, du fameux crigeage. Donc la dépendance spatiale, si je t'ai cherché la définition de Wikipédia, là, la plus générale, donc la dépendance spatiale, c'est la relation spatiale entre les valeurs d'une variable. Donc, par exemple, on mesure la température de surface du sol. Ben, la dépendance spatiale, ça va être la relation, la corrélation, le lien entre les différentes valeurs de notre variable qui est la température. Donc, les différentes valeurs de température sur l'espace. Donc, par exemple, ben, si on a des températures qui sont mesurées proches sur une plage, par exemple, donc ces données vont être plus corrélées entre eux vu qu'ils sont plus proches que par exemple des données qui sont plus en arrière-plage. Donc la spatial dependence is measured as the existence of statistical dependence in a collection of random variables, result of a stochastic process, each of which is associated with a different geographic location. Donc, en gros, c'est une dépendance statistique, donc ça peut être une corrélation, dans une collection of random variables, donc ça c'est les différentes valeurs de notre variable, dite aléatoire, représentée par un processus stochastique. Donc, il y a différents outils pour explorer cette dépendance spatiale-là. Donc, la corrélation spatiale ou l'autocorrélation, la fonction de covariance spatiale, puis le variogramme, ou le semi-variogramme. Donc, on va voir un peu les trois. Donc, la corrélation, c'est l'intensité du lien entre deux observations selon la distance qui les sépare. Donc, pour calculer la corrélation de manière expérimentale, ici, on a un pattern spatial, là, que chaque point représente une valeur. Puis on veut calculer la corrélation spatiale pour l'ensemble de ces points-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que selon une direction prédéfinie, puis un lag constant, donc une distance constante entre deux observations, je vais calculer la corrélation. Donc, si j'applique ça à l'ensemble de mon pattern ici, donc je vais avoir une direction, puis un lag qui va être identique, puis je vais faire la corrélation entre un
premier nuage de points, puis avec le deuxième nuage que j'ai décalé. Donc, ici, on a notre corrélation à une direction puis un lag précis. Puis ensuite, si je répète l'opération en changeant de direction puis en changeant de lag, je vais me ramasser avec un graphique comme ici. Donc, je répète l'opération de calcul de corrélation pour différents lags, donc les distances qui séparent les observations. Puis, ultimement, à un lag 0, je vais partir à une corrélation de 1. Parce que dans le fond, c'est comme si je prenais deux images identiques, je faisais une corrélation. Ben, la corrélation va être parfaite, ça va être une corrélation de 1. Donc, c'est la même chose ici. Puis, à mesure en fait là, que je vais décaler les deux images, donc je vais augmenter le lag, la distance qui les sépare, ben, ma corrélation va diminuer jusqu'à atteindre 0. Des fois, ça peut être dans le négatif, ça peut revenir, mais ça va tendre vers 0. Donc ça, c'est l'autocorrélation, la corrélation spatiale. Parce que c'est la corrélation en fonction de la distance d'une même variable. Donc ici, on a des exemples de corrélation spatiale. Donc on a un pattern spatial, une variable x qu'on ne connaît pas. Puis ensuite, on a des corrélogrammes, le graphique que je vous ai montré précédemment, qui est fait dans différents lags, mais avec différentes directions. Donc, on a la direction nord dans cette direction-là, ouest, puis on a une nord-est comme ça ici. Puis on voit que notre pattern est assez isotrope. Puis, ben, visuellement, on le voit, mais ensuite, si on s'intéresse au corrélogramme, on voit que le pattern de corrélogramme, on voit que ça tend vers 0, à peu près entre 12 et 6, je crois. C'est à peu près la même chose. Là, on voit que c'est un peu différent dans le nord, mais bref, notre corrélogramme se ressemble beaucoup selon différentes directions. Donc ça, c'est si jamais vous voulez aller voir, là, c'est un vidéo qui explique comment on calcule le variogramme sur YouTube. Je vous ai mis le lien là, ici. J'ai pris un screenshot de l'image, là, mais pour aller voir le vidéo, là, c'est bien expliqué. Ensuite, on a la même chose, mais avec un pattern anisotrope. Donc, on voit ici que il y a une direction préférentielle là, de notre corrélation. On est pattern avec une direction nord-est. Donc, si on regarde le corrélogramme direction nord, donc dans cette direction-là, ben, on voit que rapidement, la corrélation va tendre vers 0 à une distance de 4. Puis, si on a une corrélation une direction ouest, pardon, le pattern va ressembler. Mais si on a une direction nord-est, donc on a une direction préférentielle ici dans notre pattern, ben on voit que la corrélation va être beaucoup plus... ça va prendre beaucoup plus de distance en fait pour que notre corrélation arrive à 0. Donc on a une distance d'à peu près 12, contrairement à 4. Donc on voit que dans notre direction nord-est, notre corrélogramme va être différent que dans les autres corrélations. Donc on aurait ici un pattern anisotrope. Puis ici, on va un peu plus parler du smoothness, en fait. Donc ici, on a un pattern, en fait, beaucoup plus smooth. Donc, quand je dis smooth, en fait, c'est que ça prend beaucoup plus de temps pour que la valeur change, en fait. Donc, comment ça se reflète sur notre corrélogramme? En fait, c'est on va avoir une espèce de petit plat, en fait, en début dans notre corrélogramme. Donc, quand les distances sont très courtes, mais notre corrélation tend elle va pas diminuer drastiquement. Tandis qu'on a comme un petit replat en début de distribution. Tandis que dans notre cas 2, notre pattern n'est pas vraiment smooth. Donc, on a vraiment une chute beaucoup plus brutale, en fait, de notre corrélation dans notre corrélogramme. Donc, dans les courtes distances, notre corrélation va diminuer très rapidement. Puis ensuite, on a le random noise qu'on appelle, ou la variance dite non spatiale. Mais on va marquer ici sur notre graphique, notre corrélogramme, mais il ne part pas à 1. Donc, déjà, on n'a pas une bonne corrélation à des courtes distances, à une distance de 0. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de nugget, une variance non spatiale.
Donc, on a énormément de bruit, en fait, là, dans notre pattern. Puis ça c'est représenté par, en fait, un kilogramme qui ne commence pas à zéro. Donc, depuis tantôt, je vous parle de corrélation, mais on aurait pu aussi parler de variance. Donc, la variance, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure de différence entre les observations. Donc, ici, on a en fait notre valeur, notre variable, en fait, qui est z. Donc, c'est quoi notre valeur de notre variable à xi? Donc ça va être une observation à xi. Donc, i, c'est un index spatial, moins cette valeur-là à xi, plus h, donc plus un lag. Puis en fait, je vais soustraire, je vais faire la différence entre ces deux observations-là, je vais les mettre au carré, fois une demi, ça va me donner en fait la variance. Puis en fait, quand je parle de semi-variogramme, en fait, c'est le même calcul en fait de notre variance ici, mais je vais le faire pour toutes les valeurs, pour toutes les distances possibles. Je vais faire la sommation. Je vais faire fois une demi fois n, qui est mon nombre d'observations. Ça va me donner en fait là, le variogramme en fait. Donc je vais avoir ces valeurs-là de variance en fonction de h en fait, de mon lag en fait. Donc je vais avoir mes valeurs de variance par rapport à mon h. Puis pourquoi on dit semi-variance en fait, c'est à cause de la demi en fait ici là, qui est comme un coefficient. Donc quand on parle de variogramme ou de semi-variogramme, c'est la même chose là. C'est juste qu'on dit souvent le mot variogramme, mais le 1/2 est toujours ici dans la formule. Donc que ce soit semi-variance ou variance, c'est variogramme, c'est la même chose. On a 1/2 ici comme coefficient. Puis c'est ça, donc c'est pas deux façons de le calculer. C'est vraiment la même chose. Mais on va souvent avoir variogramme. Donc ensuite, je vous ai parlé de corrélation, je vous ai parlé de variance, puis ensuite on va parler de covariance, donc la fonction de covariance. Puis la covariance décrit comme deux variables qui changent ensemble. La fonction de covariance spatiale décrit comment notre variable spatiale, dite aléatoire processus stochastique, varie dans l'espace. Donc notre processus stochastique, z défini par x et y, vu qu'on est dans l'espace, il varie sur un domaine spatial d. Donc la fonction de covariance donne les valeurs de covariance dans notre variable aléatoire en x et en y, en position. Donc notre fonction de covariance, xy, ici, c'est en fait c'est la moyenne fois notre variance en x et notre variance en y, qui va nous donner en fait notre fonction de covariance spatiale. Donc, corrélation, variance, covariance, qu'est-ce qui est le plus utile? Qu'est-ce qu'on utilise? On va voir un peu c'est quoi la différence, là, grossièrement. Donc, on a une autocorrélation spatiale, donc celle que je vous ai parlé dans le début, là, qui part à 1 en fait, puis qui diminue en fonction de la distance pour atteindre 0. Puis essentiellement, en fait, ce que notre covariance va nous donner, en fait, c'est qu'on va multiplier, au lieu que ça soit sur 1, ça va être sur la variance totale, donc notre variance Z. Donc, l'information que ça nous donne de plus, en fait, c'est que ça nous permet d'avoir la variance, en fait, comme valeur, en fait, par rapport à 1. Donc, ça va nous donner de l'information de plus. Puis en plus, ensuite, par rapport à notre variogramme, en fait, c'est qu'on va switcher, en fait, notre fonction. Donc, on va partir à 0, puis on va se rendre jusqu'à atteindre un plateau. Puis c'est à l'atteinte de ce plateau-là qu'on va avoir notre variance spatiale, qu'on va avoir aussi notre distance. Mais on remarque aussi que la distance peut être calculée aussi avec une fonction de covariance. Donc, la fonction de la covariance puis le variogramme, on s'entend, là, on peut aller chercher les mêmes informations. Ça va contenir les mêmes choses. C'est juste que historiquement, on utilise le variogramme parce qu'il est plus facile à calculer. Puis si on revient en fait à sa formule, on n'a pas besoin de faire une assumption de sa moyenne, contrairement aux autres. Donc c'est pour ça que historiquement, on utilise plus le variogramme, parce qu'il est plus facile à calculer de façon expérimentale. Mais on s'entend qu'il y a un lien entre les trois, puis on peut aller chercher relativement les mêmes informations, là. Donc, un variogramme, qu'est-ce que c'est? On a notre variogramme expérimental qu'on va calculer à partir de points, puis on va aller chercher en fait
on va écrire notre variance en fonction de la distance. Donc, avec des lags là, prédéfinis. Puis, on va avoir en fait notre augmentation de la variance jusqu'à atteindre un plateau. Puis, on va avoir en fait la distance d'autocorrélation ou le range. Là, ici, on a la distance d'autocorrélation effective, donc en milieu de lorsque ça commence à diminuer. Mais souvent, on va vous parler de la distance d'autocorrélation lorsqu'on atteint un plateau. C'est la distance d'autocorrélation qui explique 95% en fait de notre variance. Donc, mais c'est la distance d'autocorrélation effective là, qu'on va le plus utiliser en grigeage. Là. Mais quand on parle dans un barogramme, c'est souvent la distance d'autocorrélation qui atteint le plateau en fait là, qu'on va parler. Là. Mais c'est une petite nuance entre les deux. Là. Puis notre cil, en fait, qui représente notre variance spatiale, puis notre nugget, qui est notre variance non spatiale. Donc le cil, le nugget, puis le range, c'est les trois paramètres là, qui décrivent un variogramme. Puis à cela, ensuite, on a des variogrammes théoriques, en fait. Donc c'est la ligne noire ici. Puis il y a différents variogrammes théoriques. On va les voir plus tard, des gaussiens, des sphériques, des nuggets. Des exponentielles. Puis, on va utiliser ces différents modèles théoriques, en fait, lorsqu'on va vouloir faire de la modélisation, qu'on va vouloir criger. Donc, on va fitter un modèle théorique avec notre variogramme expérimental, donc parce qu'on veut, on veut bien représenter nos données. Donc, tout ce que je disais tantôt au niveau de l'anisotropie, le smoothness, on va utiliser des différents variogrammes théoriques pour venir fitter en fait notre variogramme expérimental. Puis on voit qu'il y a des modèles théoriques, par exemple, qui vont être plus smooth que d'autres. Donc, ensuite, tous les variogrammes que je vous parlais depuis le début, c'était avec une assomption d'isotropie. Donc, c'est des variogrammes qu'on dit omnidirectionnels. Donc, on va calculer la variance dans toutes les directions. Puis, ça va être intégré dans le même variogramme. Donc, ici, notre variogramme expérimental aurait pu être calculé dans toutes les directions. Puis, ça va tout être contenu dans le même graphique. Par contre, je peux avoir, si on se doute en fait qu'il y a une anisotropie, mais on peut faire des variogrammes directionnels. Donc, on va avoir une direction préférentielle dans notre calcul de variance. Puis, souvent, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va faire des tests. On va tester plusieurs directions en analyse exploratoire pour aller voir justement l'hypothèse d'anisotropie. Puis, on peut également faire des variogrammes 2D ou des cartes de variogrammes pour voir, en fait, cette anisotropie-là. Donc, ça ressemble à ça, en fait, un variogramme anisotropique. Donc, ici, on a un variogramme, on a une carte de variogramme. Puis, on voit, en fait, là, que si on enlève notre ellipse, là, habituellement, les cartes de variogramme, ça va être uniquement les couleurs. Ça va être une heat map, en fait. Puis, le vert, c'est une variance qui est faible. Le rouge, c'est une variance qui est élevée. Puis là, on voit, en fait, que on a un changement de notre range, en fait, là, de notre distance de corrélation. Donc, on voit que dans une différence préférentielle, donc, on va atteindre plus facilement notre plateau de variance, notre rouge, que dans une autre direction où on ne va pas atteindre, en fait, notre plateau de variance. En fait, la variance va rester faible. Donc, ici, on a vraiment une anisotropie qui est très, très forte, très, très marquée. Puis, si on fait donc, on fait un variogramme expérimental à 105 degrés puis un à 15, on voit en fait là, que la shape de notre variogramme expérimental puis théorique est vraiment différente. Donc on voit qu'ici, notre range, notre lag distance est probablement près de 1000, puis ici, on ne l'atteint pas tout à fait. Là. On l'atteint un peu vers 3000, mais c'est pas super clair. Là. Si on regarde un peu nos données, ça continue à augmenter légèrement. Puis c'est ce qu'on voit ici. Là. On dit à 3000, on ne l'atteint pas tout à fait. On reste dans le vert. Donc, ça, c'est une façon de notre carte de variogramme va nous montrer si on a une anisotropie. Si on n'a pas d'anisotropie, ben ça va tout. Il n'y aura pas de vert, en fait, là, qui va se rendre à des ranges beaucoup plus élevés
Donc, le variogramme 2D, on s'intéresse en fait à notre changement de notre valeur de notre range en fonction de la direction. Puis, si par exemple ensuite on veut modéliser ça, ben on va le modéliser à partir d'une ellipse en fait. Donc, en fonction de la direction, puis on va avoir un range qui va être beaucoup plus petit, comme ici. Le range est beaucoup plus petit que dans l'autre direction, qui va être beaucoup plus grand. Donc, notre ellipse, ça va être la direction, puis nos deux distances là, qui sont perpendiculaires. C'est ce qui va comme, définir notre ellipse, puis ensuite on va pouvoir utiliser ça pour faire de la modélisation. Donc, c'est la fin en fait de cette capsule-là. Je vais refaire une autre capsule pour la modélisation spatiale.